Soyez les bienvenus dans Paris Politique spéciale élection régionale. Chaque jeudi, je reçois un candidat. Comment va-t-on vivre en Ile-de-France avec la prochaine présidente ou le prochain président de la région? Quelles améliorations pour notre vie quotidienne? C'est ce que l'on veut savoir. Valérie Pécresse, présidente de la région Ile-de-France et candidate à ces réélections, est mon invitée ce soir. Durant 1 heure, nous réagirons à l'actualité francilienne. Nous reviendrons sur son bilan avec un focus sur les inégalités en Ile-de-France. Puis nous accueillerons pour un débat sur les lycées franciliens, sécurité, entretien, construction. Alix Rivière, coprésidente de l'association de parents d'élèves, la FCPE, dans le 93. Ça sera le face-à-face. Nous allons mieux nous connaître aussi. Vous avez la parole, vous posez vos questions tout au long de l'émission. Paris Politique, c'est parti. Valérie Pécresse, bienvenue et merci d'être avec nous. Bonsoir. Vous êtes tête de liste pour votre mouvement libre pour ces élections régionales. On le rappelle, soutenu par les Républicains et l'UDI, candidate à votre réélection puisque cela fait 6 ans que vous êtes à la tête de la région. On va commencer ensemble par revenir sur l'actualité du jour, de la semaine en Ile-de-France. On va tout d'abord regarder une vidéo ensemble. Une de vos militantes dans le Val-de-Marne a été agressée par un candidat lutte ouvrière. On regarde. Que s'est-il passé? Donc c'est très bref, mais on voit bien que cette dame a été molestée. Vous savez ce qui s'est passé plus précisément? Comment va cette dame? Absolument, je l'ai appelée. Elle était sous le choc. Elle était sous le choc parce que elle était en train de coller des affiches. Et un militant lutte ouvrière est venu, l'a giflé et l'a assailli dans le Val-de-Marne. Et franchement, cette violence, alors elle est assez classique dans les périodes électorales, mais franchement, je trouve que les représentants des extrêmes, en ce moment, passent les bornes. Que ce soit les représentants de l'extrême droite, on a eu un blogueur ou un youtubeur, je ne sais plus, Papacito, qui a lancé des appels à la haine. On a de l'autre côté Monsieur Mélenchon qui nous parle d'attentats terroristes au mépris de toutes les victimes. Donc moi, j'appelle vraiment au calme, au respect du pluralisme, au respect des opinions. Et j'adresse évidemment à Sandra tous mes voeux pour qu'elle se remette et qu'elle continue. Parce que vous comprenez, quand vous êtes dans une ville comme ça, de gauche, avec des gens qui vous prennent à partie de manière très virulente, c'est difficile de militer, c'est difficile de faire valoir ses convictions. Vous, personnellement, vous avez déjà été attaqué en tant qu'élu? Vous sentez que la campagne est particulièrement tendue, par exemple, par rapport à il y a 6 ans? Non, moi, le moment où j'ai été le plus attaquée, c'était quand j'étais ministre de l'université. Vous vous souvenez peut-être, mais j'ai fait l'autonomie des universités il y a une dizaine d'années et j'ai eu 9 mois de mouvements ultra violents dans les universités et l'objectif c'était de m'empêcher de rentrer dans les universités et j'avais des comités d'accueil avec des battes de baseball, on me lançait des cailloux, des œufs, etc. Et certains étaient extrêmement violents. J'ai eu physiquement le sentiment que je pouvais me prendre des coups plusieurs fois. Vous avez eu peur? Non, j'ai pas eu peur parce que peut-être je suis un petit peu tête brûlée et un petit peu inconsciente, mais je pense que une fois que vous avez été attaqué, les choses deviennent différentes. J'en avais parlé avec Bertrand Delanoë qui avait été lui-même l'objet l'ancien maire de Paris qui avait été l'objet lui-même d'un attentat. Il était comme moi, c'est-à-dire tant qu'on n'a pas été soi-même blessé, finalement, on ne se rend pas compte vraiment du danger. Mais quand on l'a été, la vie politique devient très différente. La condamnation de Damien Tarel, jugé en comparution immédiate pour sa gifle au président, elle vient de tomber. 4 mois de prison ferme. Il est incarcéré immédiatement. Il perd pendant 3 ans ses droits civiques. La peine prononcée est-elle juste? Est-elle assez exemplaire selon vous? Oui, il a été l'objet d'un traitement, j'allais dire, ultra rapide, comparution immédiate, avec une peine très, très forte, tout de suite, avec mandat de dépôt, c'est-à-dire qu'il est aujourd'hui en prison. Donc là, la réponse a été ultra rapide. Mais moi, ce soir, je pense à tous ces policiers, ces gendarmes, ces pompiers, ces médecins, ces professeurs, ces maires, ces élus qui se font agresser, insultés tous les jours. Et c'est pour ça que je réclame le rétablissement de peine planchée, c'est-à-dire de peine minimale automatique quand on les agresse, quand on agresse ces figures d'autorité. C'est pas un peu dangereux, la peine automatique qui représente les valeurs de la République. Une justice qui est systématique
Alors, on se dit que la justice, elle est surtout humaine, non? Vous avez raison de dire que ce n'est pas constitutionnel, une peine totalement automatique. Mais les peines planchers, c'est une peine automatique, sauf si le juge décide de s'en exonérer. Mais c'est pas pareil, vous voyez, parce que si vous avez une peine automatique à prononcer et que vous devez justifier pourquoi vous la prononcez pas, vous pouvez tenir compte des exceptions, mais la règle, c'est la peine automatique. Et ça, c'est pourquoi? C'est pour redonner du respect à la vie publique. Aujourd'hui, les figures en manque aujourd'hui. Mais bien sûr, toutes les figures d'autorité sont attaquées. Moi j'ai été à Étampes, il y a un an, au chevet de pompiers qui s'étaient fait tirer dessus à balles réelles. Et qu'est-ce qu'ils m'ont dit, les pompiers d'Étampes? Ils m'ont dit, il y a quelques années, on nous caillassait, personne n'a rien dit. Il y a un peu moins longtemps, on s'est mis à nous tirer au mortier. Personne n'a rien dit. Et maintenant, on nous tire dessus à balles réelles. Quand est-ce que ça va s'arrêter? Donc je pense qu'il faut dire stop. Il y a besoin d'un choc d'autorité dans ce pays, dans cette région. Et ce choc d'autorité, il faut l'incarner avec une chaîne de sécurité qui va des polices municipales, mais aussi de l'école, jusqu'à la sanction, jusqu'aux peines de prison, aux travaux d'intérêt général pour les primo-délinquants. On reviendra évidemment sur vos propositions en détail sur les questions de sécurité. Tout autre sujet, Valérie Pécresse, cette nouvelle salve de réouverture hier avec un couvre-feu qui passe à 23h. Il y avait une certaine euphorie des Franciliens. Vous pensez qu'on va passer un été tranquille? Je l'espère. En tout cas, moi, la seule chose que je souhaite, c'est qu'on continue de surveiller attentivement nos frontières. Parce qu'il reste encore des variants qui sont dangereux. Je pense aux variants indiens notamment. Et donc, je pense qu'il est impératif que nos frontières soient beaucoup mieux surveillées cet été. Le gouvernement va un peu trop vite, vous trouvez? Non, le gouvernement, je crois, a pris conscience, enfin, de cette question de la surveillance des frontières. Il y a maintenant des quatorzaines, il y a des contrôles du respect des quatorzaines, ce qu'il n'y avait pas l'été dernier. Parce que l'été dernier, malheureusement, le variant anglais est arrivé et il a tout balayé sur son passage parce qu'on n'était pas assez vigilant. Mais cette année, je pense que ce sera beaucoup mieux fait. Et puis surtout, moi, je suis très heureuse que la région puisse accompagner la réouverture avec des dispositifs comme l'été culturel que nous avions mis en place l'année dernière, que nous renouvelons cette année. 3000 manifestations culturelles qui vont être financées par la région, avec l'opération Les Franciliens au resto, la fête des restos qu'on a mis en place l'année dernière, qu'on va remettre en place cette année. Je pense qu'il faut réaccompagner. C'est la reprise de la vie. Oui, et puis d'un secteur touristique, de l'hôtellerie-restauration, qui est quand même l'un des plus sinistrés de France. Il y a aussi la question de la vaccination. On se rend compte en ce moment, après un certain engouement, notamment de la part des jeunes, que tout d'un coup, il y a un trou d'air. Il y a énormément de créneaux disponibles en ce moment. Que faut-il faire selon vous pour convaincre, pour continuer à vacciner massivement? Parce qu'on n'y est pas encore, à l'immunité collective. D'abord, vous savez qu'on va faire des passes sanitaires obligatoires pour certains spectacles, pour certains festivals. Donc, vous êtes totalement favorable? J'y suis totalement favorable parce que je veux faire revenir les touristes. En Ile-de-France, nous avons 400 000 emplois qui sont liés à l'industrie touristique, 33 millions de touristes qui ne sont pas venus, 33 millions. Donc c'est énorme comme perte, c'est énorme comme perte d'emploi, perte de salaire. Donc il faut les faire revenir. Pour les faire revenir, il faut leur garantir une sécurité sanitaire maximale. Le pass sanitaire, ça va avec. C'est pour ça que, vous savez, nous avons financé le concert test d'Indochine. Qui avait lieu à Bercy. À la Bercy Arena. Pourquoi? Parce que je crois que si on fait ces passes sanitaires, eh bien, on sera beaucoup plus protégés. C'est pour ça que les jeunes, je crois, vont revenir. Et bien sûr, ils vont revenir se faire vacciner parce que comme ça, ils auront leur passe sanitaire à jour. Ils pourront voyager et ils pourront aussi se rendre dans les lieux de culture. Dès la semaine prochaine, les 12-18 ans pourront recevoir le vaccin Pfizer contre le Covid-19. Une décision que le comité d'éthique ne partage pas. Quelle est votre position ? Moi, je n'ai pas de position. Ma position, c'est celle des autorités sanitaires, parce que je ne sais pas les conséquences de ces vaccins sur les populations. Donc, si le comité... Ça peut alimenter les discours vaccinosceptiques, de dire qu'on ne connaissait pas les conséquences. Non, c'est pas à moi de les apprécier. Si le comité de santé dit qu'il faut se faire vacciner, il faut y aller. Et c'est pas... Enfin, moi, c'est son avis à lui que je suis. On va regarder ensemble une image live, Valérie Pécresse, celle des routes franciliennes. On est du côté de la porte de Bagnolet. Vous le voyez, c'est bien chargé. Après le calme lié au confinement, on constate chaque soir dans Bonsoir Paris, ici même, le retour des bouchons en force. Ça fait 2-3 semaines. Pour vous donner une petite idée, à l'heure de pointe, on était autour de 300 km de bouchons.
Est-ce que vous avez l'impression qu'on n'arrivera jamais à changer nos habitudes et que la voiture restera reine en Ile-de-France? Parce que forcément, là, on a l'impression qu'elle est partout. Alors d'abord, dire que l'offre de transport est revenue à 100%. Ça y est. Aussi. Non, mais ça c'est important Depuis pour les hier. transports en commun. Avec depuis le hier. couvre-feu. Mais c'est important parce que c'est vrai que peut-être aussi certains prennent encore leur voiture parce qu'ils ont peur d'être trop serrés ou trop tassés dans les transports en commun. Donc l'offre de transport est revenue à la normale. Les agents de la SNCF et de la RATP qui avaient des fragilités aujourd'hui sont de retour. Donc on a vraiment une offre à 100%. Ça c'est important. Et sur les bouchons, c'est simple. Si on veut désaturer les routes d'Île-de-France, il faut faire plusieurs choses. Il faut doubler le réseau de transport, c'est mon projet. Doubler le réseau de transport en commun, de façon à offrir des transports banlieue, parce que toutes ces personnes qui sont sur le périphérique, vous le savez bien, la moitié font un trajet banlieue, ils font juste le tour de Paris. Donc il nous faut un métro qui fasse le tour de Paris, ce sera le Grand Paris Express, qui ouvrira dans mon second mandat. Et puis, il faut donc offrir plus de qualité de transport. Et ça n'est pas compatible avec la gratuité, je tiens tout de suite à le dire. Parce qu'on peut Proposition de votre adversaire absolument socialiste. Voilà, il faut faire ça. Mais il faut aussi, et moi c'est ce que je demande, qu'on confie à la région la gestion des autoroutes, des fins de tronçons d'autoroute et du périphérique. Et ça vous servira à quoi d'avoir cette gestion? Donnez-nous un exemple précis, par exemple. J'investirais pour transformer les bandes d'arrêt d'urgence en voies de covoiturage et de bus rapides. Je rajouterai une voie. Et si on rajoute une voie, au lieu d'en enlever une, vous savez qu'il y avait un projet du gouvernement contre lequel tous les élus du Val d'Oise se sont mobilisés et battus, qui était de supprimer une voie sur l'A15 pour mettre du covoiturage et des bus. Ça, c'est juste pas possible, parce qu'il y a déjà des bouchons que vous avez cité énorme sur cette autoroute. Donc on ne peut pas supprimer une voie, ou comme Anne Hidalgo veut le faire sur le périphérique. Supprimer une voie sur le périphérique, aujourd'hui, c'est la thrombose. Donc ce qu'il faut, surtout si on piétonise le centre de Paris. Donc ce qu'il faut dire, c'est aujourd'hui, il faut, sur les autoroutes, rajouter une bande d'arrêt d'urgence en covoiturage. Et là, on développera vraiment le covoiturage. Parce que le covoiturage, il ne se développe pas, pourquoi? Mais parce qu'il fait perdre du temps. Parce qu'il n'est pas assez simple. Et oui, il fait perdre du temps. Moi, j'ai essayé d'être covoitureur, de chauffeur de covoiturage. Et vous avez lâché l'affaire? Mais j'ai lâché l'affaire parce qu'entre ceux qui se décommandent, ceux qui vous envoient des SMS pour savoir, etc. Le lieu où il faut aller les chercher, qui vous fait déjà perdre 5 minutes. Le lieu où il faut les déposer, qui vous fait perdre encore 10 minutes. Les 2 € que vous allez gagner, ils ne compensent pas toute la fatigue et tout le stress de tout ça. Donc, qu'est-ce qui changera les choses? C'est si ça vous fait gagner du temps. Si on me dit je suis covoitureur, je gagne 15 minutes sur mon trajet parce que j'ai une voie réservée, alors là, tout change. Sur l'écologie, parce que c'est aussi lié forcément au bouchon. Ça va avec. J'aimerais vous faire écouter Julien Bayou, le candidat Europe Écologie Les Verts en Ile-de-France, était mon invité il y a 2 semaines dans Paris Politique. On l'écoute. Parce que Valérie Pécresse est responsable, par son inaction, du maintien d'un chiffre colossal. Un Francilien par heure, en moyenne, meurt du fait de la pollution. L'accusation est grave. Mais l'accusation est d'autant plus terrible que j'ai failli perdre mon bébé d'une insuffisance respiratoire il y a 20 ans, parce que j'habitais au centre de Paris et qu'il a eu une bronchiolite liée à la pollution. Donc si vous voulez, moi, la question de la lutte contre la pollution de l'air, elle n'est pas dans ma tête, elle est dans mon cœur. Et quand j'entends M. Bayou oser m'imputer des morts, d'ailleurs, ce qui est factuellement faux, parce que ce que M. Bayou ne sait pas, c'est que depuis 10 ans, la pollution de l'air a baissé. Mais votre enfant, c'était avéré que c'était lié à la pollution Pardon. La pollution a baissé de 30% depuis 10 ans, la pollution de l'air. Donc, théoriquement, malheureusement pour M. Bayou, heureusement pour les Français, il y a beaucoup moins en France de morts liées à la pollution de l'air depuis 10 ans. Et d'ailleurs, on le voit, ces épidémies de bronchiolite sont beaucoup moins sévères aujourd'hui qu'elles ne l'étaient il y a 20 ans quand mon fils est né. Mais franchement, ce sont des accusations ignobles, donc je ne les relayerai pas. Moi, j'aimerais que M. Bayou fasse un tout petit peu moins le fier, parce qu'il était à la région avec mon prédécesseur. Et le bilan écologique de M. Bayou est calamiteux. On était dernier de la classe pour la pollution de l'air. On était dernier de la classe pour le bio. On était dernier de la classe pour les énergies renouvelables. Sur la pollution de l'air, on la donne aussi tous les jours. On a très souvent des pics de pollution. Oui, mais on était dernier de la classe quand M. Bayou était aux commandes. Donc il n'a rien fait. Qu'est-ce que nous avons fait? Je vais vous donner un seul exemple. Les bus diesel. Les bus diesel,
eh bien, on achetait encore des bus diesel quand je suis arrivée à la région. C'est moi qui ai mis fin à l'achat des bus diesel. J'ai commandé 1800 bus électriques, le plus gros appel d'offres européen. Sur le vélo, M. Bayou n'a rien fait non plus. Qui a lancé Véligo, l'offre de location de vélo? C'est la région. C'est nous. Qui a lancé l'aide au vélo de 500 € pour pouvoir permettre à tous les Franciliens d'acheter des vélos électriques? C'est encore nous. Qui a lancé le RER vélo, c'est-à-dire cette grande infrastructure dont tout le monde dit le plus grand bien aujourd'hui, qui permettra de faire le long des lignes de RER 680 km de pistes cyclables? C'est encore nous. Qui a lancé la plus grande dynamique de conversion bio des terres agricoles? C'est encore nous. Donc je voudrais vraiment que M. Bayou fasse un petit peu le modeste, d'autant plus que à son époque, on artificialisait 1300 hectares par an de terres agricoles en Ile-de-France. 1300 hectares. Aujourd'hui, ça n'est plus que 500 hectares. Parce que moi, j'ai fait exprès d'avoir des projets sobres et de compenser. Vous voyez, quand on fait un nouveau tramway aujourd'hui, ou un nouveau lycée, et qu'on coupe des arbres, eh bien, on compense. C'est-à-dire qu'on les replante ailleurs, vous voyez, ce qu'on ne faisait pas à son époque. Donc, il parle d'écologie, mais lui, l'écologie, c'est juste un prétexte. C'est un homme de gauche qui parle d'écologie et qui essaie de se l'approprier. Il a aussi ses propositions. Non, mais les vrais écologistes, l'écologie des résultats, c'est nous. Dans votre quotidien, Valérie Pécresse, quel est votre geste écologique phare, on va dire? C'est trier. C'est trier. Tout le monde le fait maintenant. Si vous le dites. Non, aujourd'hui, malheureusement, nous n'en sommes qu'à 30 kilos de déchets triés par francilien. À 30 kilos de déchets triés par... Mais alors, à part trier? Tout le temps, je me pose la question, éteindre les lumières, éteindre les appareils électriques. J'ai appris, par exemple, avec Yann Arthus Bertrand, que tous nos ordinateurs, il ne faut jamais les laisser en veille. Il ne faut jamais laisser les téléviseurs en veille. Ça consomme énormément d'énergie. Donc, en fait, il faut penser à toujours éteindre. Donc vous y êtes particulièrement vigilante. Un mot de l'actualité nationale à présent. La nuit dernière, l'Assemblée nationale a adopté pour la 3e fois le projet de loi bioéthique et sa mesure phare de la PMA pour les couples de femmes et les femmes seules. Valérie Pécresse, êtes-vous pour la PMA pour toutes? Oui, dès lors qu'il y a dans le projet de loi ce que j'avais demandé, c'est-à-dire un accès garanti aux enfants, à leurs origines, à leur majorité. Ça a été fait, réforme de la filiation. Ça a été ajouté après, mais moi j'y tenais énormément parce qu'on ne peut pas bâtir l'avenir de ces enfants sans leur garantir l'accès à leurs origines. Et puis moi j'ai une deuxième demande à faire au gouvernement. Je demande que lors du débat, il s'engage solennellement à ce que ce ne soit pas un premier pas vers la gestation pour autrui. Parce qu'en tant que femme... Ça a été assez clair. Non, mais qu'ils le redisent. Ce n'est pas la question. PMA, GPA, c'est vraiment deux dossiers différents. Eh bien, ça ne l'est pas du tout. C'est le droit d'avoir des enfants. Le droit d'avoir des enfants garanti aux couples de femmes. Ça implique pas du tout les mêmes choses. Non, justement, c'est pour ça. On pourrait avoir des demandes vu l'ouverture de la PMA. On pourrait avoir des demandes des couples d'hommes pour la GPA. Moi, je le dis, en tant que femme, je suis contre la marchandisation du corps des autres femmes. Vous êtes souvent critiqué par les associations LGBTQI+, alors je pense notamment à l'Inter-LGBT, qui vous reprochent notamment d'avoir participé à la Manif pour tous à Versailles. On va vous voir sur ces images. C'était en 2013, manifestation contre le mariage des couples de même sexe. Est-ce que vous regrettez aujourd'hui d'y avoir participé? Est-ce que vous pouvez clarifier votre position? Mais à l'époque, j'étais pour l'union civile. C'était ma position. Mais dès que la loi a été votée, j'ai immédiatement dit qu'on ne reviendrait pas dessus et que, humainement, il n'était absolument pas possible de revenir dessus. Donc je pense que ma position, elle est très claire. Je pense que tout ça, ce sont des polémiques absolument stériles. Vous n'y retourneriez pas, par exemple, aujourd'hui? Mais la loi est votée et moi, je suis une républicaine. Je respecte la loi de mon pays et la lutte contre l'homophobie a été un fil rouge de mon action politique. J'étais la première ministre, quand j'étais ministre des Universités, à avoir fait avec l'Inter-LGBT, qui le sait très bien d'ailleurs, la première campagne de lutte contre l'homophobie pour les étudiants. Et c'était bien avant le mariage pour tous. Et cette campagne qui s'appelait « Moi je n'aime pas les garçons qui n'aiment pas les garçons qui aiment les garçons. Moi je n'aime pas les filles qui n'aiment pas les filles qui aiment les filles ». C'était une grande première. Et c'était lié à quoi? À ma rencontre avec des étudiants homosexuels qui m'avaient dit leur détresse psychologique, parfois même leur envie de suicide quand ils faisaient leur coming out sur les campus. Donc voilà ma vérité. Vous serez à la marche des fiertés le 26 juin prochain? Alors, je ne participe plus à des manifestations. De toutes les façons,
sur la marge des fiertés, il y a des mots d'ordre que je ne partage pas, notamment le mot d'ordre pour la gestation pour autrui. Merci Valérie Pécresse. Nous allons regarder en détail maintenant vos propositions pour la région avec notre focus pour commencer. Un constat tout d'abord, la région Île-de-France est la plus riche, mais aussi la plus inégalitaire de France. Alexia Elisabeth de notre service politique nous a rejoint pour décrypter cela. Bonsoir Alexia. Bonsoir Marguerite. Où se situent les différences? Quel est le tableau? Alors l'Île-de-France, malgré sa concentration de richesses, est la championne des inégalités, notamment quant aux revenus par habitant. Selon un rapport rendu cette année par l'Observatoire des inégalités, les écarts sont très importants, par exemple entre ceux que gagnent au minimum les 10% les plus riches et ceux que gagnent au maximum les 10% les plus modestes. Regardez ce chiffre, on parle de 3 200 €. Si vous faites partie des franciliens les plus aisés, eh bien vous gagnerez de toute façon, quoi qu'il arrive, 3 200 € de plus que les franciliens les plus modestes. Et sur le podium des villes les plus inégalitaires, sans surprise, 3 villes franciliennes, Neuilly, Paris et Boulogne. Vous le voyez, il y en a 8 en tout dans le top 10. Dans ces villes, vous pouvez voir les disparités entre les salaires. Par exemple, à Neuilly-sur-Seine, 1 262 € de revenus médians pour les classes les plus modestes contre 10 223 pour les classes les plus riches. Les inégalités ne sont donc pas toujours un mauvais point, puisque ces villes montrent une certaine mixité entre les habitants. Mais lorsqu'on dézoome, on se rend compte au niveau de la région que les niveaux de vie sont assez disparates selon les communes. Regardez cette carte de 2015 qui montre des niveaux de vie assez faibles dans les communes de Seine-Saint-Denis. Vous les voyez en rose juste ici, ou des niveaux de vie très élevés en vert dans les Hauts-de-Seine et vers le début des Yvelines. Ma question pour vous, Valérie Pécresse, en 6 ans, les choses n'ont pas beaucoup évolué. La Seine-Saint-Denis est toujours le département le plus pauvre de métropole et Paris et les Hauts-de-Seine sont toujours les départements les plus riches de France. Comment remédier à ce qui semble être devenu une fatalité ? Nous vous écoutons, Valérie Pécresse. D'abord, je ne pense pas que ce soit une fatalité, mais évidemment, le chemin à parcourir est très important. La région, c'est clairement un réducteur d'inégalité. Clairement, parce que... De quelle manière ? Par exemple, c'est très simple. J'ai fait le calcul sur mon mandat. Combien est-ce qu'on a donné par habitant et par an en Seine-Saint-Denis? Combien est-ce qu'on a donné aux Hauts-de-Seine? 945 € par habitant par an à la Seine-Saint-Denis, 615 € par habitant et par an aux Hauts-de-Seine. Donc ce que vous nous dites, c'est que la région est juste. Ça veut dire que la région a investi 1 tiers de plus par habitant en Seine-Saint-Denis sur 6 ans. Et pareil, nous avons aussi réduit les inégalités au profit de la Grande Couronne. Avant, on dépensait 840 € à Paris. Aujourd'hui, c'est plus que 750. Et on a remis cet argent sur la Grande Couronne, les territoires ruraux, qui étaient les grands oubliés aussi de la politique régionale, avec des transports, vous savez, des petits gris, des transports vétustes, plus d'accès à la santé. Donc il y a en fait 2 territoires d'inégalité en Île-de-France, les quartiers populaires et les territoires ruraux. Et concrètement, la région a lutté tout mon mandat contre ces inégalités. En donnant des ordinateurs, par exemple, à tous les lycéens avec des manuels gratuits, en faisant la prime vélo à 500 € pour tous les franciliens. Il y en avait une de 400 € à Paris, il n'y avait rien à Échouboulin en Seine-et-Marne ou à Trappes. Donc vous voyez, on a vraiment été là pour réduire ces fractures et on va continuer dans le prochain mandat avec une proposition tarifaire qui est de faire un bouclier tarifaire, pas de tickets de train, de RER. Vous parlez des transports en commun ? Oui, pas de tickets à plus de 4 €. C'est-à-dire que, par exemple, si vous voulez faire Mantes-la-Jolie, ce sont pour les gens qui n'ont pas d'abonnement. Pour tous ceux qui n'ont pas de passe Navigo, mais qui voudraient, les Parisiens qui voudraient aller dans le rural, à Milly-la-Forêt, visiter la maison de Cocteau. Tous ces origines-destinations, ces billets uniques, qui sont très très chers, qui peuvent atteindre jusqu'à 10-15 € aller. Et donc ces tickets-là, ils seront désormais plafonnés à 4 €, ce qui préviendra l'usage de la voiture le week-end, et ce qui permettra aussi aux familles de se retrouver quand elles habitent loin. Et ce n'est pas une perte de recettes ? Si, 145 millions d'euros, mais nous la financerons. Parce que, ce n'est pas les 4 milliards d'euros de perte de recettes de Madame Pulvar ou de la gauche.
On va continuer à creuser le sujet de l'inégalité avec notre partenaire ce soir, le quotidien 20 minutes, et son rédacteur en chef, Floréal Hernandez. Bienvenue, Floréal. Bonsoir. On a vu le tableau concernant les inégalités en Ile-de-France. Il faut dire que la crise du Covid n'a rien arrangé. Oui, Jacques Toubon le disait au mois de juin dernier, après le premier confinement, ça a exacerbé les inégalités sociales. Comment aujourd'hui, la crise n'est pas totalement finie. On ne sait même pas si elle va finir, puisqu'il y a des variants qui arrivent au fur et à mesure. Comment faire que l'écart ne se creuse pas encore plus entre, on le citait, la Seine-Saint-Denis et une partie des Hauts-de-Seine ou des Yvelines? Alors, d'abord, je crois que le vrai sujet aujourd'hui, c'est vraiment les demandeurs d'emploi. Mais il y a aussi les personnes en grande exclusion. Donc c'est deux sujets qui ne sont pas tout à fait similaires. Sur les demandeurs d'emploi, nous, ce que nous allons faire, c'est organiser la transition des personnes qui ont perdu leur emploi à cause de la crise. Parce qu'il y a des secteurs qui sont complètement à l'arrêt en Ile-de-France. On a parlé de l'hôtellerie-restauration, le tourisme, l'aéronautique, aussi une partie de la culture. Il faut que les salariés de ces secteurs puissent être amenés en transition professionnelle vers les secteurs qui, eux, recrutent, comme le médico-social, comme le numérique, comme la sécurité, l'environnement, le bâtiment et la construction. Donc la région va mettre 200 000 formations pour aider à cette transition professionnelle. Quel que soit l'âge de la personne? Quel que soit l'âge de la personne, absolument, avec des primes de 1 000 € en plus pour qu'elles aient un vrai salaire de rémunération en stagiaire de la formation professionnelle. Et puis, il y a les personnes qui sont en grande précarité. Alors, j'ajoute que la crise est genrée. C'est-à-dire que les femmes sont plus touchées parce qu'elles sont souvent dans des métiers qui étaient plus précaires, notamment dans les métiers, par exemple, de l'événementiel ou dans les métiers Vous allez faire des aides de la restauration. Alors, on s'occupera en particulier des femmes et notamment en les aidant davantage, en allant avec les associations, les chercher pour les aider davantage. Mais sur la grande précarité, celle des familles, dans mon programme, j'ai décidé de baisser les tarifs de cantine. Parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, on a des familles qui sont en grande difficulté. Donc, les tarifs de cantine pour les familles les plus défavorisées passeront de 1,50 € à 50 centimes, de façon à ce qu'on puisse les aider. Et on fait des distributions alimentaires. Vous avez vu la région aider tous les réseaux de distribution alimentaire et faire elle-même des distributions alimentaires. Mais pour ces familles, et notamment pour ces lycéens qui sont dans ces cantines, il faut qu'ils mangent, parce que c'est difficile d'étudier en ayant le ventre vide. Mais est-ce que ça suffit simplement de réduire le prix de la cantine? Il leur faut aussi des ordinateurs, vous en parliez, des livres. Est-ce qu'il y a d'autres aides qui peuvent être amenées à ces enfants-là? Absolument, vous connaissez la politique de la région. Nous avons fait la gratuité intégrale des manuels scolaires, puisque les manuels scolaires ont tous changé avec la réforme Blanquer. Donc on a fait la gratuité intégrale des manuels scolaires, c'est quand même 270 € par élève. Et on a fait une politique, un ordinateur par lycéen et par enseignant. Pourquoi? Pour que les enseignants s'approprient les nouvelles technologies. Évidemment, cette politique, on va la poursuivre et on va même passer les lycées professionnels à qui on avait donné des tablettes. C'était le choix des tablettes numériques et pas des ordinateurs. On va les passer aussi aux ordinateurs parce qu'on voit bien que l'ordinateur, c'est l'outil de la professionnalisation et finalement c'est beaucoup plus utile qu'une tablette, même si les tablettes sont plus tactiles et que les professeurs au début préféraient avoir des tablettes pour pouvoir filmer, ils préféraient des tablettes, mais après avoir vraiment évalué les choses, nous pensons qu'il vaut mieux mettre des ordinateurs pour chaque lycéen. Et par ailleurs, nous avons fait quelque chose dont on ne parle pas suffisamment dans ce mandat, c'est une application qui s'appelle Kioz, QIOZ, qui est un laboratoire de langue. Et moi, j'en suis très fière, parce que je veux que la région soit une région multilingue. Je pense que parler des langues étrangères, c'est un passeport pour chaque élève, pour chaque jeune, et qu'il faut l'offrir à tous les jeunes d'Île-de-France, pas seulement aux jeunes de la classe moyenne dont les parents ont de quoi les envoyer en Angleterre, etc. Donc sur Kioz, on peut apprendre tout seul, de débutant jusqu'à études à l'étranger, l'anglais, l'allemand, l'espagnol, désormais le portugais, le mandarin. Et on peut aussi, si on est un étranger qui arrive en Ile-de-France, notamment un jeune lycéen qui vient d'ailleurs, on peut apprendre le français langue étrangère. Alors ça, c'est pour les jeunes, mais c'est aussi pour les adultes. Et cette application, elle est très utile pour tous les demandeurs d'emploi ou pour tous les salariés qui veulent ouvrir leurs perspectives professionnelles. Valérie Pécresse, concernant les inégalités, il y a aussi la question du logement crucial pour tenter de les réparer. On va regarder ensemble l'exemple de Saint-Ouen. Saint-Ouen que vous connaissez bien, puisque c'est là où se trouve le conseil régional. Là où j'ai déménagé, le conseil régional, voilà, qui était dans le 7e arrondissement de Paris. On va regardez avec nous. Desservi par la prolongation de la ligne 14, le
le prix au mètre carré a augmenté de 45% en 5 ans. C'est impossible d'acheter quand on n'a pas certains revenus. Est-ce que c'est pas déjà trop tard pour les Franciliens qui n'ont pas des revenus illimités de pouvoir accéder à la propriété, au moins en petite couronne? Alors d'abord, je voudrais dire que ce reportage sur Saint-Ouen, enfin cet exemple de Saint-Ouen, il est très intéressant. Parce que je vous ai dit qu'on allait doubler le réseau de transport. Mais ça veut dire que les villes de Seine-Saint-Denis dont vous parliez, et dont vous disiez, est-ce qu'on va sortir ces villes de Seine-Saint-Denis de la pauvreté, elles vont toutes avoir des nouvelles gares. Oui, et donc ça veut dire que dans toutes ces villes... pervers, c'est la flambée des prix. Oui, je vais y revenir. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça veut dire que les inégalités avec les transports, elles se réduisent. C'est-à-dire qu'on amène les classes moyennes dans des villes populaires Mais grâce... il ne faut pas chasser les plus pauvres, du coup. Absolument, vous avez totalement raison. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Eh bien, il faut construire pour toutes les personnes des logements neufs, rénovés, sociaux bien sûr, mais aussi intermédiaires pour les classes moyennes. Et il faut permettre l'accession sociale à la propriété. Est-ce qu'on peut penser à l'encadrement des loyers aussi, puisque c'est mis en place à Paris, à pleine commune, à Meaux aussi d'ailleurs. Moi, je ne suis pas favorable de l'encadrement des loyers parce que je pense que ça bloque la construction de logements neufs. Moi, ce que je veux, c'est construire plus. Construire plus, c'est mon obsession. Pourquoi ? Parce qu'on a 50 000 franciliens de plus chaque année. 50 000. Et que si on ne construit pas plus, c'est-à-dire si on bloque la rentabilité du secteur de la construction par l'encadrement des loyers, par exemple, eh bien, à ce moment-là, on ne construira pas. Mais moi, ce que je veux, c'est construire. Ce qui fait baisser les prix... Pardon, non, mais attendez, je peux finir ma phrase. À Paris, on ne construit plus. Et c'est pour ça que les prix flambent. Il n'y a plus de terrain. Si, bien sûr que si. Il y a plein de bureaux à Paris. Il y a plein de bureaux. Eh oui, mais si on les transformait, ces bureaux en logement, si on avait une vraie stratégie. La problématique de transformer des bureaux en logements, c'est que si un jour on veut retransformer ces logements en bureaux, c'est très compliqué aussi. Absolument. Il y a un cercle qui est très compliqué derrière. Absolument, mais c'est ce qui bloque. Mais il faut avoir cette politique. Et moi, ce que je crois, c'est qu'on a, dans le prochain mandat, en tout cas c'est comme ça que nous, on va faire, on a plusieurs propositions, 200 000 logements sociaux neufs ou rénovés de plus, 35 000 logements étudiants ou jeunes travailleurs de plus, mais aussi le bail solidaire, c'est ça notre solution, c'est-à-dire pouvoir acheter sa maison sans être propriétaire de son terrain. Et là, du coup, ça coûte beaucoup moins cher, donc on va expérimenter ça. Et puis, j'ai une autre proposition. Valérie Pécresse, je vous interromps, parce que sur la question de la construction, très bien de construire, mais on voit bien qu'en ce moment, la construction de logements neufs est quasiment à l'arrêt, avec des maires qui refusent de donner des permis de construire. Vous allez faire quoi ? Pression sur eux ? D'abord, il faut savoir que on n'a jamais autant construit en Ile-de-France qu'entre 2016. Pourtant, vous pouvez demander à tous les promoteurs, c'est pas facile. Si vous me laissez finir ma phrase, vous comprendrez que je dis pas la même chose. Je dis exactement la même chose que vous. Entre 2016 et 2019, on n'a jamais autant construit en Ile-de-France parce que nous avons libéré du foncier. La région préside l'établissement public foncier d'Ile-de-France qui achète des terrains, notamment des friches industrielles, qui les dépolluent et qui ensuite les donne aux maires pour qu'ils construisent. Nous avons enlevé toutes les normes de construction. Nous avons vendu les terrains à prix comptant. Et on n'avait jamais autant construit. 70 000 logements en 2016, 2017, 2018. Et puis, il y a eu les élections municipales. Les élections municipales, c'est un drame pour la construction, parce qu'un maire, avant les élections, il ne fait jamais des travaux dans sa ville. Le problème qu'on a, c'est qu'il y a eu élections municipales, crise Covid. Donc maintenant, on va s'en sortir. Il faut qu'on relance le secteur de la construction. Mais moi, j'entends certains dire il faut plus construire en Ile-de-France. Il faut arrêter la décroissance. Il faut maintenant des espaces verts partout. Alors, ce que je propose, moi, c'est le zéro artificialisation nette. Le zéro artificialisation nette, c'est quoi ? C'est à chaque fois qu'on construit quelque part on ne construit pas sur des terres agricoles, on ne construit pas sur des forêts, on construit sur des friches, on transforme l'immobilier de bureau en logement. Donc on construit sur la ville et pas sur les champs, pas sur les forêts. Valérie Pécresse, on va avancer. Les Franciliens interviennent tout au long de cette émission. Je vous avais prévenu, les usagers des transports en commun ont une question à vous poser. Écoutez. Bonjour, Marc Pellissier, je suis président de l'association des usagers des transports Nord-Île-de-France. Madame Pécresse, dans votre programme, vous annoncez la réalisation de nombreux investissements pour le réseau de transport en commun, pour améliorer les RER, pour créer des tramways, des sites pro-bus, prolonger des métros, créer des téléphériques, etc. Tous ces projets nous semblent pertinents, mais aurez-vous les moyens financiers de les réaliser véritablement, sachant que nous avons déjà recensé aujourd'hui une dizaine de projets qui sont retardés ou bloqués, faute de crédit. C'est un vrai problème, du coup. Alors, nous avons un sujet.
nous avons un sujet aujourd'hui très ponctuel qui est l'addition de la crise Covid. Parce qu'en 2021, nous avons perdu 20% de nos abonnés Navigo avec le télétravail annuel, 40% de nos abonnés Navigo mensuels. Donc, il y a une dette Covid d'1,3 milliard. Et je me suis hier adressé moi-même à mon adversaire LREM, qui est le rapporteur général du budget. Laurent Saint-Martin. Laurent Saint-Martin, qui est rapporteur général du budget. Ça tombe bien. Parce qu'il y a en ce moment un projet de loi de finances à l'Assemblée qui est censé, accélérer la relance. Dans ce plan-là, je lui ai demandé de prendre l'engagement solennel qu'il allait renflouer les caisses d'Île-de-France Mobilité. Il y a un amendement qui a été déposé une fois et qui a été rejeté. Alors j'ai déposé l'amendement, j'ai fait déposer l'amendement par des députés et il a été à ce stade rejeté. Donc pour l'instant, Monsieur Saint-Martin, c'est peut-être ben que oui, peut-être ben que non. Nous avons besoin de cet argent. Nous avons besoin de cet argent parce qu'il n'est pas question pour moi que ce soit les Franciliens qui règlent cette addition. Quels sont vos moyens de pression ? Et bien comme l'année dernière, moi si j'ai pas l'argent, je bloquerai les paiements de la SNCF et de la RATP. Ce sont deux entreprises d'État. L'État et leur actionnaire, c'est l'État qui est responsable. Pourquoi l'État doit-il renflouer ? Parce que dans tous les autres pays, c'est pareil. En Allemagne, en Grande-Bretagne, aux États-Unis, les États ont renfloué les autorités organisatrices du fait de la crise Covid. Parce que nous ne sommes pas responsables du fait qu'il y ait eu des confinements. On ne peut pas payer le prix des confinements qu'on n'a pas demandé. Pas responsable de la pandémie. Ni de la pandémie, ni des décisions publiques qui ont conduit à ce qu'il n'y ait plus personne dans les transports en commun. Est-ce que vous vous engagez ce soir devant nos téléspectateurs, devant les Franciliens, à ne pas augmenter le pass Navigo, même s'il y a des dettes, même s'il va peut-être falloir trouver de l'argent ? En tout cas, je ferai tout pour que les usagers ne payent pas. Ils le savent. Je l'ai déjà fait l'année dernière. Vous ne pouvez pas le promettre. L'année dernière, attendez. L'année dernière, j'ai obtenu 2,6 milliards du gouvernement, alors qu'ils ne voulaient pas me les donner. Donc il faut que les Franciliens me fassent confiance. Je rappelle que quand j'ai été élu, il y avait un trou dans la caisse de 400 millions d'euros sur le pass unique, quand même. Donc voilà, il faut se battre pour obtenir cet argent. Mais je me battrai. Ça n'est pas totalement gagné. Moi, mon engagement, et depuis 3 ans, c'est que je n'augmente le pass Navigo qu'en extrême nécessité. Et depuis 3 ans, il a été gelé et il le sera évidemment toute l'année 2021. Une question sur la sécurité dans les transports à présent. Préoccupation numéro 1 des Franciliens. Durant votre mandat, les chiffres de la délinquance dans ces transports en commun n'ont pas diminué. Ils ont même augmenté pour certaines effractions. Vous avez pourtant déployé 80 000 caméras de vidéoprotection. Bilan mitigé, donc on peut le dire, non ? Et l'échec de ce type de surveillance ? Non, on ne peut pas dire ça du tout. Les caméras de vidéoprotection, elles ont un immense atout, c'est qu'elles permettent l'élucidation. C'est-à-dire qu'elles permettent d'arrêter les délinquants. Mais on n'a pas vraiment de chiffres là-dessus. Écoutez, moi j'ai les chiffres, je ne sais pas des chiffres officiels d'une étude statistique, c'est les chiffres que me remontent les maires de terrain qui ont mis de la vidéoprotection pour leur police municipale, maire d'Aulnay, le maire de Meaux, vous citiez Meaux tout à l'heure, le maire de Meaux. Ce sont des maires de droite de votre... c'est eux qui me parlent de la vidéoprotection. Je vous rappelle qu'il y a aussi un certain nombre de maires de gauche à Paris, c'est peut-être un peu différent. Qui sont radicalement hostiles à la vidéoprotection, notamment dans les villes communistes. Mais la vidéoprotection permet l'élucidation. Mais je vous donne un exemple. L'autre jour, il y a eu un meurtre dans un bus en Seine-Saint-Denis. On a retrouvé la personne grâce à la vidéo. Un jour, il n'y a pas longtemps, il y a une femme qui a été poussée dans une bouche de métro. Vous savez, très violemment, on a vu la vidéo. C'est grâce à la vidéo qu'on a identifié l'agresseur. Donc la vidéo, elle est très utile pour l'élucidation. Elle permet d'augmenter l'élucidation de 20 à 30%. C'est ce que disent les polices municipales sur le terrain. C'est pour ça, c'est à ça que ça sert. Et puis c'est aussi dissuasif, parce que quand on sait qu'on est filmé, on se comporte un peu mieux. Ce qui se passe aussi, pourquoi les chiffres ont augmenté ? C'est parce que j'ai mis en place, avec la RATP et la SNCF, le 3117. Le 3117, c'est quoi ? C'est un numéro d'alerte qui permet d'appeler immédiatement et par SMS de manière discrète quand il y a une agression, notamment du harcèlement sexuel pour les femmes. Alors oui, on est d'accord. Oui, les chiffres ont augmenté. Les chiffres ont augmenté aussi pour ça. Par exemple, qu'on les dénonce. Vols, ça a augmenté. On alors pour pas les vols, 17 pour un non, vol. pour les vols, c'est une autre raison. C'est une autre raison, c'est que nous n'avons plus de touristes. Et les touristes, c'est de la chair à pickpocket. Pourquoi ? Parce qu'un touriste qui est dans Paris... Les chiffres datent d'avant la crise du Covid. Oui, mais là, en ce que vivent aujourd'hui les Franciliens aujourd'hui ont l'impression, qui est tout à fait fondée, qu'il y a plus de vols.
et de vol à l'arraché notamment. Et c'est une réalité. Mais pourquoi? Parce que ces réseaux de pickpocket mafieux, qui sont des réseaux internationaux, eh bien aujourd'hui, ils ne s'en prennent plus aux touristes chinois qui avaient beaucoup de cash sur eux, etc., aux touristes américains, ils s'en prennent aux franciliens. Donc effectivement, il y a un ressenti qui est une réalité, qui est que ça s'accroît. Mais là-dessus, moi j'interpelle le gouvernement. Je leur ai demandé de voter une interdiction de paraître sur les réseaux de transport pour les multirécidivistes, pickpockets, harceleurs de femmes. Comment faites-vous pour interdire l'accès à une bouche de métro à ce type de personnes? Il n'y a pas de reconnaissance faciale, c'est pas possible, mais il y a des contrôleurs. Il y a des contrôleurs qui ont qui auraient les visages des personnes qui sont interdites de réseau, et quand ils les voient sur le réseau, vous savez, contrairement à ce que vous pensez, quand même. Moi j'ai rare aussi les contrôles. Enfin, il y en a pas non plus. Moi qui prends tous les jours le métro, je me fais rarement contrôler, par exemple. Bah écoutez, c'est parce que vous êtes sur une ligne où il y a particulièrement peu de délinquance. On essaye de mettre les contrôleurs là où c'est le plus important, où il y a le plus de crimes et de délits. C'est assez logique. Mais sur les contrôleurs et la sécurité, parce que quand on parle contrôle, il y a les contrôles des billets, mais il y a aussi le GPSR, la sécurité de la RATP, la SUGE, la sécurité de la SNCF, et les sociétés privées que nous avons mis en place, 1000 personnes de plus sur le réseau en 5 ans. Et quand ils vous contrôlent, il faut aussi savoir qu'il y a de la police des transports sur le réseau. Et la police des transports, elle a vos fiches. Elle a les fiches des personnes recherchées avec elle. Ça passera par ça. Donc, si on le faisait, un pickpocket, c'est 1000 actes par an de délinquance. Si le pickpocket est interdit de réseau, comme on interdisait, vous savez, les supporters violents des stades de foot, c'est ça qui a ramené le calme dans les stades de foot. Donc cette interdiction de paraître sur les réseaux, elle me paraît être la bonne sanction pour éviter que ces multirécidivistes continuent leurs méfaits. Valérie Pécresse, on va maintenant passer à notre face-à-face. Bonjour. Les lycées au cœur de votre compétence. Alix Rivière, bonsoir et merci d'être avec nous. Installez-vous tranquillement. Vous êtes présidente de la FCPE en Seine-Saint-Denis, FCPE 93. C'est une des principales associations de parents d'élèves. Bienvenue. On va regarder ensemble des images, celle du lycée Coulommiers en Seine-et-Marne. C'était il y a 6 mois. C'est un de nos reportages. Regardez, il était dans un état de délabrement total. Alors, des travaux de rénovation ont eu lieu. Tout d'abord, Alix Rivière, est-ce que d'autres lycées franciliens sont encore dans cet état, comme les images qu'on vient de voir? C'est assez disparate, hein. C'est-à-dire que nous, on fait le constat sur le terrain de certains centres de choses, on fait remonter, on note que depuis 2 ans, apparemment, il y a eu un changement à tête des services et que la personne qui s'en occupe maintenant fait vraiment la différence, donc ça c'est bien. En revanche, on a des situations qui sont très complexes. Moi, la ville dans laquelle j'habite, par exemple, Pantin, le lycée Marceau-Berthelot, vous avez des dalles qui sont composées d'amiante, qui ne peuvent pas être nettoyées par les lessiveuses ou quoi que ce soit, parce que sinon les microparticules s'envolent partout. Et donc, ces situations-là, sur les lycées qui n'ont pas été rénovés, oui, c'est extrêmement problématique. Valérie Pécresse, vous disiez ce matin sur la radio France Inter, il n'y a plus aucun lycée vétuste. On se rend bien compte que la réalité, c'est pas ce que j'ai dit. Non, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit il n'y a plus de lycée en état d'urgence absolue. Vous n'avez mal lu ma phrase. J'ai pas du tout dit il n'y a pas de lycée vétuste. Au contraire, c'est mon engagement. Ce que j'ai expliqué. La situation d'Alix Rivière, c'est pas un état d'urgence absolue, l'amiante? Non, mais il n'est pas amianté. S'il était amianté, il y aurait plus d'élèves dedans depuis longtemps et on aurait une. Des travaux qui ne peuvent pas se faire, du coup. Non. On arrête de dire n'importe quoi là-dessus. L'amiante, c'est une urgence absolue sanitaire. S'il y a une alerte amiante, ce qui s'est passé à Villeneuve-le-Roi d'ailleurs, on a immédiatement évacué le lycée. On a transporté tous les élèves, d'ailleurs très loin, parce qu'on n'avait pas de lycée à proximité, pour éviter qu'ils soient contaminés par l'amiante. Et les professeurs, on ne met jamais, et au grand jamais, des personnes en contact avec l'amiante. Ça, c'est faux. Mais en revanche, moi, je voudrais revenir sur l'histoire, parce que c'est quand même important. Et Alix Rivière, on va juste laisser répondre. Je suis d'accord avec vous sur les situations d'urgence, je partage complètement votre analyse. En revanche, là, l'amiante est encapsulée, on ne peut pas nettoyer les sols, on ne peut pas nettoyer ce lycée de façon correcte en période pandémique. C'est quelque chose qui est connu de la région depuis une dizaine d'années. Donc voilà, ça c'est des situations, si vous voulez, là on va pas faire l'inventaire, la liste à la Prévert de cela. Nous, la véritable difficulté que nous avons, c'est réellement un problème de communication et de dresser en fait un scénario commun de qu'est-ce qu'on veut réellement pour les lycéens du 21e siècle.
Pardon, mais je crois que je rencontre la FCPE très régulièrement et qu'à chaque fois, je leur demande de me faire remonter les situations problématiques. Donc, si vous avez des situations problématiques à me faire remonter, ma porte est toujours totalement ouverte aux parents d'élèves. Donc ça, n'hésitez pas à me signaler les situations. Alors, mais je voudrais quand même... je vais vous en signaler. Vous n'avez pas l'impression d'être forcément tout le temps écouté. Non, mais je vais vous répondre de façon extrêmement concrète. L'année dernière, reprise de l'école en mai après le premier confinement dur, nous vous avons écrit, donc la FCPE Île-de-France, donc qui englobe les 8 départements que vous nous connaissez, pour préparer cette rentrée, que l'éducation nationale a finalement qualifiée de normale. On nous a répondu qu'on ne nous recevrait pas. Je vous assure que c'est même écrit. On a là une situation concrète. Non, parce qu'en réalité, le protocole sanitaire était fixé par l'éducation nationale et que nous avions stricte instruction de l'éducation nationale de ne pas nous mêler du protocole. Non, mais nous, on n'aurait pas parlé... Enfin, je veux dire, c'était pas du tout pour parler du protocole sanitaire. En tout cas, ce que vous avez pu voir, mais je pense que vous l'avez constaté, c'est qu'on a mis en place un système de recrutement de personnel intérimaire pour pouvoir remplacer poste à poste chaque agent d'entretien de la région, pour pouvoir faire en sorte que les cantines des lycées, que l'entretien et le nettoyage des lycées soient maintenu pendant toute la crise Covid. Nous, on a remplacé chaque personnel absent immédiatement avec ces contrats d'intérim. Et à ma connaissance, on n'a eu aucune fermeture, non voulue de cantines ou d'établissements à cause de ces problèmes de nettoyage. Alors c'est un tout petit peu plus complexe que cela, parce que sur la période pandémique, où effectivement il y a des efforts qui ont vu, de toute façon ça s'est vu, nous en tant que parents on a vu passer plein d'annonces aussi là-dessus. En revanche, la problématique est plutôt structurelle. C'est que... Alors justement, vous avez Valérie Pécresse en face de vous, estimé... Sur quel point peut-on évoluer? C'est ça aussi, on veut avancer. En tout cas, nous, sur les 8 départements, les remontées que nous avons, c'est qu'on a fait une moyenne, un calcul, une projection, parce qu'à la FCPE, on a des adhérents qui font toutes sortes de métiers, y compris des statisticiens, et l'estimation est à peu près à 2 agents manquants par lycée, sur une moyenne structurelle. On a fait le même exercice, en fait, pour les professeurs, donc on est assez rodé sur l'exercice, ça fait 5 ans qu'on travaillerait vraiment de façon Alors ça, c'est votre régulière. regard, mais moi, ce que j'ai fait en arrivant, c'est qu'on a fait un audit des besoins de personnel de chaque lycée. Et aujourd'hui, on estime, alors il peut y avoir des situations où effectivement il manque quelqu'un parce que tout simplement la personne est en congé maladie, ou parce que la personne, surtout en période Covid, ou que la personne est en congé maternité, qu'elle n'a pas été remplacée. Donc il y a effectivement peut-être des frottements structurels, mais nous avons recruté 200 personnes de plus. Sous la gauche, ils avaient supprimé 85 postes dans les lycées. Et nous avons mis fin à ce qui était un scandale, c'était le recours au contrat aidé pour remplacer des personnes qui auraient dû avoir un emploi permanent. Donc, par exemple, aujourd'hui... Dans la technicité, Aujourd'hui, c'est des emplois, c'est des vrais contrats de travail que nous faisons. Nous ne faisons plus du tout de sous-emploi, sans charge et avec des statuts précaires. On va passer à une autre thématique très importante qui concerne aussi les lycées, la sécurité. Alix Rivière, la région a mis en place des brigades régionales de sécurité, mises en place en 2019. Est-ce qu'elles ont permis d'apaiser les tensions dans les lycées franciliens? Avec votre retour de terrain. De ce que j'en sais, c'est que certains proviseurs peuvent avoir tellement de difficultés à obtenir des personnels d'éducation nationale, du coup ils vont compenser aussi par ce type d'apport spécifique. Je vous avouerai très honnêtement et très sincèrement, nous ne connaissons pas le cadre pédagogique en fait de ces personnels de la région. On a compris que c'était pour des questions sécuritaires. Je pense que c'est en renfort aussi lors des mobilisations lycéennes. Je veux quand même rappeler un truc hyper important, c'est que par exemple en Seine-Saint-Denis, nous on a beaucoup travaillé pour que les lycéens soient mis à l'intérieur des établissements quand il y avait des mobilisations. On a le plus fort de taux de participation au conseil ville lycéen, enfin je veux dire au sens où les choses se font de façon commune. C'est-à-dire que ça peut pas être 20 personnes payés par la région qui vont résoudre la problématique de 460 lycées. Enfin, c'est pas du tout ça. Valérie Pécresse, éclairez-nous sur vos brigades régionales. D'abord, dire que moi, quand je suis arrivée, on m'a dit il n'y a pas de problème dans les lycées. Mais comme je soupçonnais qu'il y en avait, j'ai fait un principe très clair. J'ai dit tout ce que les conseils d'administration des lycées me demanderont,
je le payerai. Et ça nous a conduit à financer des centaines d'équipements, que ce soit des vidéocaméras, mais que ce soit aussi des sas d'entrée pour protéger les entrées, des clôtures pour les lycées qui n'étaient pas clôturés, éviter les intrusions. Donc on a fait des centaines d'équipements de sécurité supplémentaires. Et on a créé les brigades. Ces brigades. Pourquoi? Donc elles n'ont pas l'air d'être connues et en tout 1000 interventions depuis leur création en 2019. Donc si elles ne sont pas connues, c'est peut-être par certains parents, mais en tout cas, les proviseurs, eux, je peux vous dire qu'ils les connaissent. Aujourd'hui, la semaine dernière, à Saint-Michel-sur-Orge, il y a eu une bagarre de bande entre ceux de Sainte-Geneviève et ceux de Saint-Michel. Je peux vous dire que le soir même, le proviseur m'appelait pour demander une BRS. On a eu la même chose au lycée de Draveil qui avait eu des problèmes avec la ville d'à côté. Donc, à quoi ils servent? Ils sont 5, il y a toujours une femme. Ils sont spécialisés dans la médiation scolaire. Ils sont évidemment pas armés. Ils sont formés par le rectorat et ils arrivent pour pacifier et apaiser. Et en Seine-Saint-Denis, madame, vous en avez tout le temps qui sont réclamés. On a même des lycées qui nous demandent qu'elle reste tout le temps. Vous voyez, c'est bien la preuve qu'on est sur une demande de complément, d'apport qui n'est pas fourni par l'Éducation nationale, avec une formation Éducation nationale. Et c'est pas... ils sont formés par l'Éducation nationale. Une formation Éducation nationale. Oui, mais je doute pas. Mais on va les doubler dans le prochain mandat. On les doublera parce qu'on a une trop grosse demande de ces brigades. Ça vous semble être une bonne proposition, cela, Alix Rivière? Très honnêtement, ça ne correspond pas à la demande des parents. Alors après, quelle est la demande des parents? Expliquez-nous. Des parents de la FCPE, parce que si on demande à la PEP, à mon avis, on laisse juste Alix Rivière nous expliquer. Oui, bien sûr. Qu'on s'occupe simplement de leurs enfants, c'est-à-dire qu'on s'occupe des lycéens. Là, vous voyez, sur les 2 années qui viennent de passer, moi, le sentiment des parents, c'est un sentiment d'abandon sur l'orientation, sur les absences non remplacées, qui est la raison. Du coup, c'est pas le problème. Ça, c'est les professeurs. Non, mais attendez, je suis mais vous avez raison, on manque beaucoup de professeurs en Seine-Saint-Denis. Nous, notre analyse, ce n'est pas que l'analyse de la FCPE, c'est que la raison numéro 1 du décrochage scolaire, c'est justement quand il n'y a plus de professeurs devant élèves. Et là, vous pouvez mettre toutes les brigades de sécurité que vous voulez et les multiplier par 100, ça ne changera pas la donne. Valérie Pécresse. Mais je veux y répondre parce que justement, d'abord sur le décrochage, on a fait beaucoup. On a réussi à obtenir le fichier des décrocheurs, de les appeler et de raccrocher 57% d'entre eux. Les chiffres, quand je suis arrivée, c'était 7% de jeunes raccrochés. Donc on est à fond sur le décrochage scolaire. Qu'est-ce que je propose pour le prochain mandat? De créer une réserve de professeurs retraités. Mais ça, c'est dans vos compétences, Valérie Pécresse? Mais vous savez, si je faisais que des choses qui sont de ma compétence, chère madame, mais je ferais plus rien. Moi, les brigades régionales, de sécurité, c'était pas ma compétence. Rien n'est vraiment de ma compétence. Je demande l'autorisation à l'Éducation nationale. Il me la donne ou il me la donne pas. Sur le décrochage scolaire, il voulait pas me donner le fichier avec les noms des décrocheurs. Comment vous luttez contre le décrochage scolaire quand vous pouvez pas appeler le jeune pour lui dire quel est le problème? Qu'est-ce que vous aimez à faire? C'est quoi justement la bonne orientation pour vous? Où est-ce que vous habitez? Qu'est-ce qui vous plaît dans la vie? C'est quoi vos talents? Enfin, je veux dire, voilà, on raccrochera pas à un jeune qui a envie de faire de l'art dans une filière cuisine, vous voyez, donc... Et on raccrochera pas un jeune qui n'a pas eu les enseignements, par exemple, pour suivre un enseignement de maths spécialisé. Parce que là, vous voyez, par exemple, cette année... ça, c'est vrai, c'est non, mais on va avancer parce que je pense mais vous avez raison sur les spécialités, il y a des l'enseignement, c'est pas la compétence de la région. Alors là, pour le coup, je peux pas faire de professeur. On va avancer. Merci beaucoup, Alix Rivière, d'être venue sur le plateau de Paris Politique. Nous allons essayer à présent de mieux vous connaître pour la dernière partie de l'émission. Quelle présidente pour quelle région? Nous allons écouter des Franciliens, Valérie Pécresse, pour commencer. Ce sont eux qui parlent le mieux de vous. On leur a posé la question, Valérie Pécresse, est-ce seulement la présidente de l'Île-de-France? Écoutez ce qu'ils nous ont répondu. Pas du tout. Ils sont tous en quête de pouvoir, non? La suite, c'est quand même ça. Mais oui, ça tournera de la même façon, il n'y aura pas de problème. Il y aura bien quelqu'un d'autre qui la remplacera. Il faut qu'elle se présente. Donc, ces Franciliens que nous avons interrogés, ils sont nombreux lors de nos reportages à BFM Paris. On le voit, qui pensent que vous avez une ambition présidentielle derrière les élections régionales. Est-ce que vous êtes suffisamment transparente avec vos futurs électeurs sur ce point? Moi, je suis totalement transparente. Ce que je dis à mes électeurs qui me connaissent, c'est que moi, ils savent que je dis ce que je fais ce que je dis. Et donc, ce que je fais, je présente un programme très ambitieux. On a parlé de la révolution des transports, 100% de lycées neufs ou rénovés à la fin du mandat. On a parlé aussi de la transition écologique. Vous l'avez dit vous-même, vous vert. allez au-delà de vos compétences. Oui, absolument. Mais ce que je leur garantis sur facture,
comme pour le premier mandat, c'est que tout ce qu'il y a dans mon programme, s'ils votent pour moi, sera mis en œuvre dans les 6 ans qui viennent. Mais pas forcément avec vous comme leader. Je me battrai pour eux de toutes mes forces dans les 6 ans qui viennent s'ils me font confiance. Xavier Bertrand, lui, dans les Hauts-de-France, a précisé ses ambitions présidentielles. Vous n'êtes du coup pas sur la même ligne, c'est ce que je comprends. Non, parce que c'est une question que je ne me pose pas. Et pour la bonne et simple raison. Mais non, mais je ne me la pose pas pour la bonne et simple raison que la région, c'est trop important pour moi. La région, c'est ma passion. Je n'accepterai pas qu'elle tombe dans les mains d'une gauche décroissante, une gauche indigéniste, une gauche qui a perdu sa boussole républicaine. Vous savez, il va y avoir un moment de vérité au soir du premier tour. Est-ce que les socialistes, la gauche républicaine, va s'allier avec les amis de Mélenchon pour gagner la région Île-de-France? Un Mélenchon. Là, vous parlez des élections présidentielles. Oui, mais vous me parlez d'une autre. Vous n'avez pas envie de préciser ça pour qu'on soit clair. Non, c'est pas ça. C'est que l'enjeu est trop important. L'Île-de-France doit garder le cap que j'ai impulsé, le cap de la sécurité, de l'écologie des résultats, le cap des valeurs de la République, de l'égalité des chances, de la réduction des inégalités. Non, ce n'est pas oui. Mais c'est une question que je ne me pose pas. Et alors, ce qui est intéressant, et d'ailleurs, c'est un peu ce que dit votre micro-trottoir, c'est que les Franciliens, ça ne les intéresse pas non plus, cette question. Ce qui les intéresse, c'est ce que je propose et ce qu'on va pouvoir mettre en œuvre. Et ils ont aussi envie de savoir si vous serez là pour les 6 ans. Regardez les sondages, ils disent qu'ils s'en fichent. Et pourtant, ils ont une très bonne opinion de vous. Donc, ça veut dire que la figure est importante. Dernier sondage Ipsos, 56% de bonne opinion. Parce qu'ils savent que ce que je dis, je le fais. C'est bien que la figure est importante. Donc, ils auront confiance en moi pour la suite. Qu'est-ce que vous n'avez pas réussi pendant votre mandat de 6 ans ? Typiquement, j'ai pas réussi à tout rénover dans les lycées. C'est pour ça, quand vous avez dit il n'y a plus de lycée vétustes, si, il reste encore des problèmes. Mais c'est parce que j'ai hérité, il faut quand même le savoir, de 200 lycées vétustes et de 20 000 élèves dans des préfabriqués. Alors oui, en 5 ans, on ne résout pas 17 ans d'abandon. Et on va y arriver. Pareil pour la révolution des transports. On a eu 30 ans de sous-investissement, droite et gauche confondus. On ne peut pas, en 5 ans, faire la révolution des transports en entier. Mais en 2 mandats, en 12 ans, je peux vous dire que ça va dépoter. C'est lancé. L'Observatoire de la laïcité, c'est une idée que vous auriez pu avoir. Mais attendez, mais je l'ai déjà eu. Nous, on a fait une charte de la laïcité qui est beaucoup la même chose. Mais moi, j'observe pas, moi, j'agis. Donc, la charte de la laïcité, c'est quoi? C'est des engagements que tous les partenaires de la région doivent signer, qui garantissent qu'ils sont laïques. Et s'ils ne les signent pas, pas d'argent de la région. S'ils ne les respectent pas, plus d'argent de la région. Et cette charte de la laïcité, Monsieur Bayou, puisque c'est lui dont il s'agit. C'est en effet une proposition de Julien Bayou. Oui, mais c'est pour se rattraper de, pendant 5 ans, avoir combattu ma charte de la laïcité. Les Insoumis, Monsieur Bayou, les socialistes ont été contre cette charte de la laïcité. Et tenez-vous bien, le Rassemblement national qui nous explique que la sécurité, c'est sa priorité, non seulement il n'a pas voté mon bouclier de sécurité, non, il a voté contre la charte de la laïcité. Oui, il s'est abstenu sur le bouclier de sécurité et il a voté contre la charte de la laïcité. Pourquoi? Mais parce que le Rassemblement national, il vit des problèmes. Il ne veut pas des solutions. Quand il y a un président ou une présidente de région qui propose, qui agit, qui résout les problèmes, surtout, il ne faut pas voter. Valérie Pécresse, pardon. Pas facile. Une petite chanson que vous allez sûrement reconnaître. On l'écoute. Vous reconnaissez? Vous entendez déjà? Ça fait comme jamais. Alors non, c'est Bella. Non, j'entendais pas. C'est Bella de Maître Gims Gims, tout simplement, qui vous apporte son soutien. Vous êtes potes depuis combien de temps? Ça sort d'où, ce soutien? Écoutez, oui, on se connaît depuis un petit moment. On s'est rencontrés un peu par hasard, parce que dans les quartiers, et notamment à Villeneuve-la-Garenne, d'où Maître Gims est originaire. Donc j'ai travaillé avec les jeunes de ces quartiers. On s'est rencontrés à ce moment-là. Et puis on a sympathisé. J'avais proposé à Gims d'être le parrain d'une opération qu'on voulait appeler les marathons des talents, qui visait à faire émerger des jeunes talents de la chanson en Ile-de-France, comme nous le faisons avec le Fonds des talents émergents pour les autres domaines des arts. Donc pas de contrepartie, pas de subvention en échange de son petit message de soutien? Écoutez, je trouve que c'est indigne, ce genre d'accusation de la part de mes adversaires. Quand la gauche est soutenue par des artistes, c'est normal. Quand la droite est soutenue par des artistes, alors il y a Gims, mais il y a aussi Lynn Renaud qui va apporter son soutien. Non, c'est pas le même genre, mais elle soutient Emmanuel Macron d'habitude. Alors c'est quand même... Et puis c'est une icône, Lynn Renaud. Donc voilà, oui, on va de Lynn Renaud à Maître Gims. On a aussi Jean-Christophe Ruffin, qui est, comme vous savez, un très grand humanitaire, qui est un
très grand écrivain. Valérie Pécresse, c'est l'heure de la dernière question et c'est vous qui allez la poser à Laurent Saint-Martin. On en a parlé tout à l'heure. Nous recevons le candidat de La République En Marche pour ces élections régionales jeudi prochain. C'est à vous. Vous regardez la caméra juste en face de vous, ici, et vous posez votre question. Monsieur Saint-Martin, vous voulez créer la police régionale des transports. Et pourtant, l'an dernier, vous avez voté le contraire au Parlement. Vous avez voté le contraire, vous avez donner à la RATP la police des transports du Grand Paris Express, le nouveau super métro qui ouvrira dans ce prochain mandat. Alors, Monsieur Saint-Martin, vous engagez-vous à faire le contraire de ce que le député Saint-Martin a fait, c'est-à-dire dans la prochaine loi qui passera, demander et obtenir du gouvernement d'Emmanuel Macron qu'enfin la police des transports soit confiée à Île-de-France Mobilité. Le message sera transmis. Merci beaucoup Valérie Pécresse d'avoir été avec nous durant 1 heure. Vous êtes candidate aux élections régionales tête de liste libre soutenue par les Républicains et l'UDI. Sur votre écran s'affichent les autres candidats pour ces élections régionales. Merci beaucoup à vous. Paris Politique, c'est terminé. L'actualité continue sur BFM Paris.